Bonjour à tous. Donc nous allons commencer la conférence d'aujourd'hui sur notre sujet, hein, cette journée d'études éthique, médiation et démocratie en santé qui portera sur une question d'actualité que nous vivons au jour le jour, sur laquelle nous pouvons penser de manière très vivante, sur la question de la communication sur les vaccins dans la crise sanitaire que nous vivons actuellement, sur ces enjeux éthiques et ces enjeux politiques. Alors, pour vous tracer le contexte, cette journée se déroule dans le cadre de notre master éthique Paris-Saclay. Et si vous ne pouvez pas la suivre en entier, elle sera retransmise en intégralité sur notre chaîne YouTube. Alors, la manière dont on va procéder de manière très pratique, hein, c'est que, donc je vous envoie la chaîne YouTube ici, c'est que vous pouvez tout à fait envoyer des questions via le chat qui est sur la droite de l'écran. Et ensuite, l'animateur, donc en l'occurrence moi ou Anne-Caroline Clause ou Vincent Israël Jost, avec lesquels je co-organise cette journée, pourront relayer vos questions qui seront donc écrites. On pourra faire des synthèses et des relais auprès des intervenants. De la même façon, n'oubliez pas d'éteindre vos micros pour avoir la meilleure qualité d'écoute possible pour les différents, enfin voilà, pour tous les participants, pour toutes les personnes qui nous écoutent ici. Et puis, veillez aussi à garder, alors malheureusement, vos écrans éteints pour avoir la meilleure bande passante, la meilleure connexion possible pour tous, même si effectivement, c'est affreusement frustrant de ne pas vous voir, voilà, et de ne vous voir qu'à travers vos écrits dans le chat. Alors, je vais faire une petite introduction. Voilà, je vais prendre une vingtaine de minutes pour introduire cette journée, pour introduire les enjeux de la communication en temps de pandémie. Euh, à travers le travail sur les enjeux éthiques de la médiation et de la communication que nous avons entamé à l'espace éthique. Alors, dans le cadre de notre observatoire, je vous envoie le lien. Ce travail que nous avons effectué, voilà, dans notre groupe éthique et médiation en temps de pandémie, et puis actuellement dans un nouveau groupe de travail que nous avons créé pour traiter justement de cette question des vaccins. Donc le groupe vaccins et Covid-19, enjeux éthiques et politiques. Donc vous pouvez retrouver nos différentes ressources dans les liens que je vous envoie dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à compléter cette petite introduction en allant voir directement les documents dont elle est issue. Euh, alors, on a très vite compris, effectivement, à l'espace éthique et dans beaucoup d'autres endroits, que dès le début de la pandémie, que ça serait un enjeu de communication très, très important. Et la vaccination ne fait que confirmer le fait que la communication est un enjeu central de cette crise sanitaire, au-delà des questions scientifiques de validation du vaccin, par exemple, des discussions organisationnelles de mise à disposition auprès du grand public ou des problématiques économiques. Donc cette question de la communication, on souhaite la penser pour elle-même. Alors, cette question de la communication, effectivement, elle a été mise sur le devant de la scène, je dirais, dès le rapport du 13 mars 2020 sur les enjeux éthiques face à une pandémie, édité par le Comité consultatif national d'éthique. Alors, à cette époque, on plaçait déjà l'information et la communication comme un enjeu très important. On saluait l'information de qualité diffusée par les politiques et les scientifiques en, 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 accentuant de manière très forte sur l'exigence de démocratie en santé que les stratégies de communication devaient refléter. Donc le rapport nous invitait à nous appuyer sur le corps social pour être compris, critiqué, et que ces mesures soient intégrées intellectuellement et ensuite relayées. Alors, dans ce contexte de l'évolution rapide de l'épidémie, les stratégies de communication et de diffusion de l'information ont dû s'adapter très vite, tout en étant effectivement engageantes auprès du plus grand nombre et des spécificités des différentes personnes, de leurs préoccupations. Alors, ce rapport, je vais vous en citer une partie parce que il définissait déjà quelques risques en termes de communication et il posait déjà quelques enjeux éthiques, quelques enjeux qui finiront par se révéler être les vrais défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, ce rapport qui date d'il y a donc un an, donc du 13 mars 2020, je vais vous en lire un extrait.
L'épidémie actuelle est probablement la première à être vécue à l'échelle mondiale en temps réel à l'ère des chaînes d'information continue, des médias sociaux et des diffusions en direct. Ces moyens jouent indéniablement un rôle important dans l'information du public et dans le partage des données établies sur le virus. Mais ils offrent également la possibilité d'identifier des personnes infectées par le Covid-19 ou présumées l'être, de participer à des mouvements de discrimination de certaines communautés, de relayer des fausses informations. On doit cependant se demander si, dans un contexte probablement durable d'incertitude, les modes de communication actuels seront à terme toujours adaptés. Dans une période où les contraintes pesant sur les personnes sont nécessaires d'un point de vue sanitaire, il est essentiel de ne pas amplifier la crise sanitaire par une crise de défiance de la part de la société. Or, cette défiance et cette crainte du CCNE se sont révélées être d'actualité. Effectivement, dans notre étude Covid-19, vivre confiné à domicile pendant le second confinement, qui va sortir dans les jours prochains, on vous tiendra au courant, on voit très bien qu'il y a un sentiment extrêmement fort qui se révèle, un sentiment d'incohérence des mesures, d'inutilité des mesures pour endiguer l'épidémie, d'arbitraire. Ces mesures n'apparaissent pas fondées. On critique aussi l'infantilisation des citoyens. Voilà, ça, c'est des informations qu'on a recueillies dans les verbatims. On voit qu'il y a une énorme défiance, un manque de confiance très fort dans les autorités pour gérer cette épidémie, et puis une fatigue, une lassitude très importante qui maintenant apparaissent au grand jour dans nos études, dans nos échanges, dans nos groupes de travail. Donc à cette incompréhension des mesures s'ajoute un agacement de les voir trop peu respectées. Donc on voit qu'il y a, il y a, il y a, il y a une opposition entre valeurs différentes, hein, il y a un tiraillement au sein de la société. Alors à l'origine de cette défiance qu'il faudra questionner, on va parler ensuite de confiance avec Marc Ognadi, hein, qui sera la première conférence de la journée. À l'origine de cette défiance, il y a la crise des médiations sous différentes formes. La crise de la représentation politique, la crise de la représentation des corps intermédiaires, dont on dit qu'ils ne sont pas assez écoutés, qu'ils ne parviennent plus à se faire entendre. On a beaucoup parlé de la crise de la démocratie en santé également, à travers cette crise sanitaire et de la place des patients dans le système de santé. Mais on peut identifier quelques éléments qui sont vraiment très spécifiquement propres aux stratégies de communication et de médiation. Alors, il y a 4 dimensions hein, de problématiques. Il y en a peut-être d'autres. Voilà, j'ai pas du tout la prétention voilà, d'avoir un discours total sur cette question. Alors, moi, les 4 dimensions que j'identifie, c'est le contenu des informations, la temporalité de l'information, la question de l'émetteur et la question de la réception du message. Alors, il y a des problématiques liées à chacune de ces 4 dimensions. Donc, dans le contenu des informations, on peut parler de l'incertitude scientifique qui ne permet pas d'avoir des informations faciles à transmettre, puisque la science, ce faisant, est une science plurielle, une science qui discute. Les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Il y a des débats qui sont bien normaux. Voilà, donc on va discuter notamment avec Anthony Laurent, qui est journaliste scientifique au cours de cette journée, justement sur cette pluralité des sciences et la manière dont on peut la mettre en scène dans le débat public pour mieux comprendre les informations qui sont transmises. De la même façon, comment est-ce qu'on peut faire circuler des informations qui peuvent être contradictoires, s'annuler les unes les autres du jour au lendemain au fur et à mesure de la parution des différentes études. Donc il y a ce contexte d'incertitude qui pèse énormément sur le contenu des informations. En termes de temporalité également, la temporalité, c'est une dimension fondamentale en termes de communication. Euh, euh, voilà, il y a le bon moment pour communiquer. Or, cette communication dans l'urgence et ces changements fréquents des règles pose une vraie question, c'est-à-dire en termes de quantité d'informations, en termes de moments d'information, il y a une confusion de plus en plus importante qui se joue, c'est-à-dire qu'on n'a plus de moments ponctuels d'information, même si effectivement on voit bien qu'à travers les interventions du Premier ministre, du Président et du ministre de la Santé, on essaye comme ça d'avoir une temporalité régulière d'information. Mais cette temporalité vient se confronter aux changements réguliers et à cette incertitude liée à la pandémie. Ensuite,
sur la question de l'émetteur du message. Il y a une multiplication des sources d'information qu'il s'agit de questionner, des sources d'information politiques, des sources d'information associatives, administratives, scientifiques, journalistiques, des sources d'information de leaders d'opinion. Donc il s'agit de questionner cette multiplication des sources qui à la fois brouille le message et participe du débat démocratique. Donc il y a quelque chose là qui tiraille, il y a une problématique qui est intéressante à soulever, qu'on va chercher à soulever aujourd'hui. Et puis il y a une dilution entre l'information scientifique, médiatique et politique aussi qu'il s'agit de penser. Est-ce que les scientifiques parfois ne font pas de la politique? Est-ce que les politiques ne font pas de la science? Voilà, quelle est la part de chacun? À partir de quel moment un scientifique doit signaler qu'il n'est plus en train de parler spécifiquement de contenu scientifique et qu'il est en train de donner son avis, son opinion sur des mesures à mettre en place ou à éviter, et comment est-ce qu'on peut effectivement à la fois profiter de l'expertise très pointue de certaines personnalités extrêmement qualifiées, et comment en même temps on peut remettre en perspective leur discours sur certains aspects du jugement des mesures, etc. Chacun doit pouvoir donner son avis, bien évidemment, mais est-ce que tous les avis des scientifiques sont scientifiques, etc. Je pense que là, il y a quelque chose aussi à penser en termes de glissement potentiel, ou en tout cas en termes de clarification du message. En termes de réception du message, effectivement, on peut parler de la défiance des citoyens et puis de l'effet que le message peut produire sur les personnes vulnérables, peut produire sur les soignants dans les EHPAD, peut produire sur les auxiliaires de vie qui interviennent à domicile et qui, elles aussi, sont des transmetteurs d'informations. Il s'agit de leur donner les bonnes informations pour ensuite pouvoir avoir à la fois les bonnes attitudes professionnelles, de soins et d'accompagnement, mais aussi transmettre à d'autres les bonnes informations. Donc c'est là qu'on voit que ces enjeux de communication se posent à différents niveaux. De la communication vraiment gouvernementale, hein, tout en haut du système, si on veut, dans un système descendant, jusqu'à la communication très fine qu'on va avoir du soignant auprès du résident en EHPAD, par exemple, pour obtenir son consentement, pour lui expliquer le contexte de l'intervention, pour lui dire qu'est-ce que c'est que ces vaccins, quels vont être les faits des vaccins, pourquoi est-ce qu'il faut en passer par cette étape du consentement. Il y a un travail très intéressant qui a été fait par une association pour faire de la pédagogie sur ces questions-là, qui s'appelle Santé BD. Je vous encourage vraiment à aller voir leurs travaux, qui sont vraiment passionnants de ce point de vue-là. D'un point de vue communicationnel, c'est vraiment assez remarquable. Et puis entre le niveau gouvernemental et le niveau interpersonnel, il y a toute la communication des associations qui à la fois ont fait remonter énormément d'informations aux autorités administratives, des informations de terrain, et ont joué un rôle en termes de communication fondamental en ouvrant des lignes téléphoniques pour informer donc, sur des questions très précises. Hein. Jean-François Thébault, de l'Association française des diabétiques, nous disait qu'ils avaient ouvert une ligne très rapidement pour informer leurs adhérents donc sur les enjeux du diabète et du Covid, et que cette ligne téléphonique était devenue un outil central de gestion de la crise dans cette association. Donc, il y a cette dimension-là des corps intermédiaires qu'il s'agirait également de penser. Alors, tous ces enjeux peuvent être pensés par énormément de disciplines différentes, hein, par des sciences politiques, par des sociologues, par des économistes, par des politologues, par des spécialistes de la communication. Notre parti pris dans cette journée, c'est justement de questionner ces enjeux de communication et de médiation à travers un prisme éthique, à travers le prisme de l'éthique, hein, qu'on travaille à l'Espace Éthique Île-de-France plus spécifiquement, et dans ce master éthique de Paris-Saclay. Alors, l'éthique, ce n'est pas une pratique qui est nécessairement très courante dans le domaine de la communication ou dans le domaine de la médiation. Alors, dans les agences de communication que je connais bien, on ne se pose pas ces questions, pose pas ces questions éthiques. En tout cas, on peut se poser des questions éthiques, mais on ne les formalise pas de cette manière-là. On ne les pense pas de cette manière-là.
Alors, nous, on s'inspire évidemment des comités d'éthique qui se sont développés dans le secteur de l'hospitalier, du médico-social et qu'on accompagne. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour développer cette réflexion éthique dans les secteurs de la communication. Alors, pour ça, je vais vous définir, pour ceux qui ne sont pas familiers de ces questions ou de cette démarche éthique, de cette démarche de réflexion bien spécifique, je vais définir en quelques mots comment on peut concevoir la pratique de l'éthique dans ces milieux de la communication. Alors, tout d'abord, il faut la distinguer des règles déontologiques, hein, de la déontologie liée à un métier spécifique ou de la morale. En tout cas, c'est la manière dont on le voit, nous, spécifiquement à l'espace éthique. Alors que la morale et la déontologie sont plutôt une suite de règles ou de bonnes pratiques qui sont à suivre, qui sont certifiées par des autorités ou qui sont transmises comme ça. L'éthique, la pratique vivante de l'éthique telle qu'on la conçoit au jour le jour, hein, chez nous, à l'espace éthique, c'est au contraire euh, le questionnement de ces règles-là. Voilà. C'est le questionnement de ces règles déontologiques, de ces règles morales. C'est le moment où précisément ces règles ne s'adaptent pas parfaitement à la situation qu'on rencontre et où il s'agit de questionner cette situation qu'on rencontre au regard des valeurs, des différentes finalités de nos métiers. Hein. Repenser les finalités de nos métiers, c'est vraiment fondamental, et de pouvoir voir quelles sont les conséquences de nos actions. Donc c'est vraiment ce triptyque, hein, je dirais, de questionnement, c'est quelles sont les finalités de notre action, qu'est-ce qu'on cherche à faire, quelle est notre visée. Donc toujours à re-questionner, parce que souvent on oublie ce questionnement et on finit par s'automatiser. Quelles sont les valeurs en jeu dans une situation? Voilà. Est-ce qu'il y a des valeurs qui se contredisent? Est-ce que les valeurs peuvent être complémentaires? Voilà. Et finalement, quand on agit dans un sens ou dans un autre, quelles vont être les conséquences de nos actions? Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup d'interventions qui vont tourner autour de ces trois dimensions-là. Alors évidemment, il y a d'autres dimensions de l'éthique hein, qu'on peut penser, les éthiques du care, les éthiques du soin. Et effectivement, on pourrait concevoir aussi des métiers de la communication au sens large, comme des métiers du soin. Il y a une autre piste de réflexion qu'on pourrait travailler aussi, c'est effectivement de voir l'éthique, étymologiquement, c'est l'éthos, hein, le comportement, et de voir en quoi la communication peut avoir pour objectif aussi de changer les comportements, d'adapter les comportements, en période de crise sanitaire en particulier, et de voir en quoi il y a justement la communication travaille sur l'éthos, notre éthos commun, et en quoi cette communication a un enjeu démocratique très fort, très puissant. Donc la question qui se pose maintenant, si on veut démarrer cette journée, c'est en quoi la communication sur les vaccins peut être abordée de manière éthique. Alors, je vais reprendre notre triptyque justement sur les finalités, etc., pour dire déjà, questionnons la finalité. Voilà, l'éthique engage la responsabilité du communicant. Voilà. Elle a un enjeu social, elle a un enjeu politique qui est majeur en période d'épidémie sur cette question des vaccins. Donc, il s'agit de développer entre nous aujourd'hui hein, de nouveaux savoirs, de partager des savoirs, de partager des savoir-faire de communicants pour faire face à cette crise de la communication qu'on connaît aujourd'hui. Cette crise qui est en réalité une incertitude, une volonté d'ajustement entre une situation instable et une manière qu'on peut avoir de communiquer à différents niveaux auprès du public. De la même façon, cette méthode de l'éthique n'a absolument pas pour but d'arriver à un accord ou à un consensus ou d'arriver à une suite de règles bien définies, mais a pour objectif précisément de nous mettre d'accord sur nos désaccords. Voilà. Ou d'essayer d'élaborer ensemble une réflexion raisonnée sur les enjeux de la communication en période de crise sanitaire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire jouer cette pratique de la réflexion éthique sur cette question de la communication? C'est d'abord en questionnant la communication elle-même dans ses valeurs. Voilà. Quelle est la place de la confiance à établir ou à restaurer? Qu'est-ce que c'est que la confiance? On va en parler avec Marc Ouniadi. Quelle est la responsabilité du communicant? Qu'est-ce que c'est qu'une information fiable? Qu'est-ce que c'est qu'une information loyale? Qu'est-ce qu'on entend par transparence en période de crise sanitaire? Est-ce que c'est possible d'être transparent dans une période où les savoirs scientifiques sont en création, sont en cours de production? Voilà, voilà.
voilà, qu'est-ce que c'est que le vrai à l'époque des fake news, de la diffusion de fake news? Est-ce qu'une information, son objectif, c'est d'être vraie? Est-ce qu'une information, son objectif, c'est d'être fiable, etc. Et qu'est-ce que c'est que ces notions? Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur chacun de ces sujets. On peut parler aussi des finalités de la communication. Est-ce que la communication a pour rôle de favoriser le consentement des populations? Est-ce que la communication a pour rôle de responsabiliser les populations, de favoriser l'autodétermination, de favoriser la consultation publique, de favoriser l'acceptabilité des mesures? On voit qu'il y a des modèles politiques d'intervention publique qui sont très différents à travers ces différentes conceptions des finalités de la communication. Est-ce que la communication a pour rôle de faire en sorte que les comportements changent? Est-ce que la communication, c'est juste transmettre les bonnes informations pour permettre aux personnes de s'adapter à une situation? Et puis enfin, quelles sont les conséquences possibles de la communication? Quelles sont les frontières entre la communication et la politique? Est-ce que finalement la communication doit se fondre dans le politique? Bon, c'est une question qui peut se poser. Quels sont les, quelles sont les conséquences d'une communication sur une population vulnérable? Voilà. Est-ce que finalement dire que certaines personnes ne sont pas, enfin sont plus sensibles au coronavirus, est-ce que c'est de la discrimination? Mais comment communiquer de ces personnes plus spécifiquement, voilà, sans être dans une logique de discrimination? Par exemple, hein, voilà, c'est un exemple parmi d'autres dont on pourra discuter aujourd'hui. C'est une question qui est fondamentale dans la réception du message. Ensuite, dans les moyens, il y a et je finirai par là, il y a trois conceptions de la communication et de la médiation qui posent chacune des enjeux différents que je vais exposer ici assez rapidement avant de donner la parole à Marc Ognadier et de vous présenter le programme plus détaillé d'aujourd'hui. Donc, on peut concevoir la communication, la transmission d'informations comme le deuxième modèle, c'est de la vulgarisation de savoir, c'est ce qu'on appelle les passeurs de savoir. Et le troisième modèle, c'est de la communication comme médiation, création de liens sociaux, création de concertation. Donc chacune de ces grandes dimensions de la communication, transmission d'informations, vulgarisation des savoirs et création de concertation, pose des questions éthiques bien spécifiques. Pour la transmission d'informations, quel contenu transmettre en période d'incertitude scientifique et politique, comment endiguer la diffusion de fake news, qui faire parler, quelle est la légitimité et la posture des personnes qui transmettent l'information, quelle place donner à la parole des experts, quelle place donner à la parole des citoyens, des associatifs, des personnes concernées. Comment différencier les paroles des scientifiques et les paroles des politiques, qui paraît fondamental. Qu'en est-il du rôle de l'attention à l'autre en période justement d'économie, enfin, dans un contexte où on parle beaucoup d'économie de l'attention, comme d'une captation de l'attention. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'attention finalement à une information? Est-ce que l'attention, c'est simplement de voir une information, de l'entendre? Est-ce que c'est de la comprendre? Est-ce que c'est d'adapter son comportement en fonction de cette information? C'est différents niveaux qu'il faut savoir appréhender. Quand on parle de vulgarisation des savoirs, c'est d'autres questions qui vont se poser. Quel niveau de communication on doit mettre en œuvre pour se faire comprendre? Quelles sont les informations qu'on doit comprendre? Est-ce que finalement vulgariser et simplifier, ce n'est pas trahir le public en ne lui donnant pas toutes les informations? Ça pose la question de la transparence et de la loyauté. Est-ce que ce n'est pas acquérir un pouvoir sur le public en ne transmettant pas toutes les informations? C'est une question qui se pose à tous les médiateurs, à toutes les personnes qui font de la vulgarisation, cette place du vulgarisateur, du médiateur par rapport au public qu'il a en face de lui. Voilà. De la même façon, comment diffuser, comment adapter les informations auprès des publics vulnérables. Et on pense par exemple au handicap mental, au handicap cognitif, à toute l'adaptation en facile à lire et à comprendre ou en pictogramme.
mais aussi à l'information qu'on peut transmettre à toutes les personnes qui n'ont pas euh, les savoirs nécessaires pour se connecter à un lien Zoom. On pense notamment au maintien du lien social dans les maisons de retraite. Voilà. Donc ces questions, quelle relation de pouvoir s'établit entre l'émetteur et le récepteur? Que faire avec des non-savoirs, c'est-à-dire ce que précisément on ne sait pas encore? Et quelle place pour le médiateur dans un débat de société? C'est la question qui est posée par cette troisième vision de la communication, qui est la communication comme concertation, médiation, création de liens sociaux. Mais alors à ce moment-là, on va se demander quelle est la place pour les relais traditionnels d'information sur le terrain, comme les médecins généralistes par exemple. Comment est-ce qu'on partage les informations très concrètement sur le terrain? Comment on maintient du lien social? Comment on peut procéder à un niveau plus, plus régional ou plus départemental, à une concertation de la société civile? Comment on invente de nouvelles méthodes en période de crise sanitaire pour consulter les populations, pour créer de la concertation? Effectivement, Jean-François Delfrécy et le comité scientifique Covid-19 proposaient de créer un comité de liaison avec la société civile. Donc il y a des démarches comme ça qui existent, qui se mettent en place, ou des expérimentations qui sont en train d'être imaginées pour, pour essayer de faire face à cette situation dans cette logique de médiation et de concertation. Alors cette journée, elle est justement organisée autour de ces différentes visions de la communication. Donc je vais vous présenter la journée. Donc on va commencer avec une conférence de Marc Ognadi, qui est une conférence vraiment fondamentale sur la confiance. Est-ce que nous vivons aujourd'hui une crise de la confiance? Parce que comment penser la communication sans penser le fondement même de la communication, qui est la confiance? Donc ça, voilà, je laisserai Marc Ognadi dans quelques minutes intervenir sur ce sujet fondamental. Puis ensuite, on parlera avec Anthony Laurent, qui est rédacteur en chef de Sciences Critiques, du journalisme scientifique et de cette vulgarisation. Qu'est-ce que c'est que vulgariser une information scientifique auprès du grand public? Comment on transmet une information scientifique sur cette question des vaccins, sur cette question de la crise sanitaire de manière plus large? Et puis cet après-midi, à partir de 14 heures, on recommencera nos échanges avec une table ronde animée par Anne-Caroline Claus-Verdreau sur la communication et la santé publique. Et puis ensuite suivront deux autres tables rondes sur la place de la réflexion épistémologique dans la communication, sur les recherches sur cette question des vaccins, avec Vincent Israël Jost. Et puis enfin, on posera la question d'un possible débat public ou de cette question politique de l'organisation d'une concertation, d'un débat public avec les philosophes Anna Zilinska et Emmanuel Hirsch. Voilà. Donc pour cette journée, alors je lis les commentaires. Sommes-nous... Alors peut-être, pour conclure, il y a déjà quelques commentaires qui sont arrivés sur le chat. Je vais lire l'un d'entre eux, et puis ensuite je laisserai la parole à Marc Ognadi pour commencer son intervention. Donc, on nous dit, sommes-nous dans la complexité? Les différents regards peuvent nous permettre de mieux appréhender notre propre perception et d'adapter nos actions de soignants. Oui, nous sommes dans la complexité. Oui, effectivement, ça c'est bien l'enjeu de l'éthique, hein, c'est de confronter les points de vue de manière extrêmement pluridisciplinaire, comme on peut le faire dans les comités d'éthique à l'hôpital ou dans le médico-social, et de pouvoir échanger autour des questions, de confronter nos points de vue, nos différentes valeurs qu'on va mettre en jeu, et puis les différentes idées de la finalité de nos actions. Il peut y avoir plusieurs conceptions très différentes du soin, plusieurs conceptions très différentes de ce que doit être la communication, de ce que doit être son rôle social et politique. Donc effectivement, l'idée n'est pas de dire l'éthique c'est de faire ceci ou c'est de faire cela, mais c'est précisément d'utiliser cet outil de l'éthique comme une manière de mettre à jour des réflexions, des accords, des désaccords autour des valeurs qu'on partage ou qu'on ne partage pas. Hein. Donc voilà, effectivement, c'est l'objectif de cette journée. À présent, je vais peut-être laisser la parole à Marc Ognadi. Marc, est-ce que vous êtes parmi nous? Je suis là.
Très bien. Alors, je vous remercie beaucoup voilà, d'être parmi nous, d'avoir accepté d'intervenir sur ce sujet de la confiance, hein. Vous venez de publier un livre sur la confiance aux éditions du Bord de l'eau qui vient justement de sortir au bon moment pour traiter de cette question. Donc, vous êtes professeur de philosophie morale et politique à l'Université catholique de Louvain. Et voilà, je vous laisse la parole.